Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 39e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre avec la notation des obligations. Il est difficile et coûteux pour les investisseurs d'évaluer eux-mêmes le risque de défaut de chaque emprunteur. Pour réduire le coût de cette collecte d'informations et améliorer l'évaluation du risque des émetteurs d'obligations, il existe des entreprises spécialisées dans cette évaluation du risque de défaut, les agences de notation. Cette information est communiquée au marché sous forme de notes. Standard & Poor's, Moody's et Fitch Ratings sont les trois principales agences de notation mondiale. Ces agences classent les obligations en deux grandes catégories. Catégorie placement pour les meilleurs et catégorie spéculative pour les autres. Les notes sont sous la forme de lettres. Selon les agences, AAA est la meilleure note et C ou D la plus mauvaise, qui correspond à un emprunteur qui a fait défaut. C'est en général l'émetteur qui sollicite et paie pour faire noter les obligations qu'il envisage d'émettre. Les notes sont revues périodiquement par les agences de notation et annoncées publiquement sous réserve de l'accord de l'émetteur. La note accordée à une émission obligataire particulière dépend de la probabilité de défaut de l'émetteur et de l'existence d'actifs servant de collatéraux que les créanciers pourront exiger en cas de faillite de l'entreprise. La note obtenue est de grande importance puisqu'elle influe sur la prime de risque que les émetteurs doivent offrir pour placer leurs obligations et donc sur le coût de leur dette. D'ailleurs, si les émetteurs paient pour se faire noter, c'est que cela facilite le placement des titres qu'ils émettent. Une fois les titres émis, une dégradation de la note s'accompagne d'une baisse du prix du titre. La dégradation de la note en dessous d'un certain seuil prédéfini peut également contraindre l'émetteur au remboursement anticipé de certains titres de dette. De plus, des contraintes légales limitent la détention d'obligations notées spéculatives par certains investisseurs institutionnels. En cas de dégradation, il devient alors difficile de vendre ces obligations sans subir une forte décote car le marché est moins liquide à l'achat. Maintenant, les obligations souveraines. Les obligations souveraines sont des obligations émises par les États pour financer leur dette publique. C'est le cas par exemple des obligations assimilables du Trésor en France, des bons allemands ou des Treasury bonds américains. Les obligations émises par des pays développés sont considérées comme sans risque. Autrement dit, on suppose qu'il n'y a aucun risque que l'État emprunteur fasse défaut. On utilise donc
ces titres pour estimer le taux d'intérêt sans risque qui sert de maître étalon par rapport auquel sont valorisés ensuite tous les autres actifs. Le taux sans risque est donc au cœur de la théorie financière. Mais ces obligations souveraines sont-elles vraiment sans risque? Tout dépend en fait de ce que l'on entend par là. Depuis la crise financière de 2008 et la forte augmentation des dettes publiques dans les pays riches, certains investisseurs ont commencé à douter de l'existence même d'un actif sans risque. En 2011, Standard & Poor's a d'ailleurs baissé la notation des Treasury Bonds redevenus depuis AAA. En 2012, la trop forte augmentation de sa dette publique a fait perdre à la France son précieux AAA qu'elle n'a pas retrouvé depuis lors. En fait, personne ne peut être absolument certain que les gouvernements français ou même américains ne feront jamais défaut sur leurs dettes. On peut simplement dire que la probabilité d'un tel événement est très faible et surtout qu'elle est plus faible que pour n'importe quel autre titre. À proprement parler, on devrait plutôt parler d'obligations dont le risque de défaut est le plus faible, plutôt que d'obligations sans risque. La crise financière aura au moins eu le mérite de rappeler aux investisseurs que le risque zéro n'existe pas. L'existence d'un taux sans risque est encore plus sujette à caution lorsqu'on considère les obligations émises par des pays riches. Jusqu'à récemment, le défaut souverain était considéré comme un phénomène limité aux pays émergents d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique. Mais la crise grecque de 2012 a rappelé aux investisseurs que les pays développés pouvaient également faire défaut. Lors de cette crise, les créanciers privés de la Grèce ont dû accepter de renoncer à la moitié environ de leurs créances, soit plus de 100 milliards d'euros. Cela a été la plus importante restructuration de dette souveraine de l'histoire. Et pourtant, cela n'a pas suffi, puisqu'en 2015, la Grèce n'est pas parvenue à rembourser le FMI et aurait également fait défaut sur ses obligations vis-à-vis de la Banque centrale européenne. Sans un secours d'urgence de 86 milliards d'euros accordés par les autres pays de la zone euro. Cependant, le défaut grec est loin d'être un cas unique. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.